Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Code. Nous allons continuer notre série de vidéos sur Git et nous allons parler maintenant du repo local ou du repo distant. Nous allons voir un peu de quoi il s'agit. Quand on dit qu'est-ce qu'un repo? En fait, le repo, c'est juste l'abréviation de repository. En fait, c'est juste pour dire un sort de répertoire où on va stocker du code dedans. Et donc, c'est comme vous pouvez prendre c'est comme c'est un dossier dans lequel vous allez insérer votre code et voilà. Donc, c'est aussi simple ça qu'on peut dire un repo. Donc, dites-vous généralement qu'un repo, c'est juste faire référence à un dossier où il y aura du code dedans. Ensuite, maintenant, quand on parle de repository local, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, comme on disait au départ, lorsqu'il y a un dossier pour pouvoir coder dedans, avant de le mettre en ligne, il commence sur notre ordi propre, puisqu'on commence de façon générale sur son ordi personnel, et ensuite, le code, on pourra le mettre en ligne. Donc, le départ, c'est sur son ordi personnel, et c'est ce qu'on appelle un repository local. Maintenant, quand on parle de repository distant, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait de pouvoir maintenant stocker si vous voulez, bien si tu veux, de la même manière que tu as utilisé on va dire ton repo en local, tu veux l'utiliser aussi de façon distante. Ça veut dire que il sera en ligne, il sera dans un cloud où tu pourras le réutiliser de n'importe quel endroit, depuis n'importe quel PC. C'est ça l'avantage en fait. Donc le code que tu as pu faire sur ton ordi, tu le stockes en ligne quelque part. Comme ça, si tu veux le récupérer de n'importe quel endroit, tu le récupères. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, nous allons parler dans le point de cette vidéo, c'est les différences ou bien les différents hébergeurs de code. Parce qu'il y en a pas mal. On va pas tous les lister, mais on va quand même essayer de voir les plus évidents. Bon, déjà, quand on va parler les plus évidents, le premier c'est GitHub. GitHub, en fait, c'est comme il y a d'abord Git, il y a Hub. En fait, ce qui va se passer, comme on a dit que GitHub, n'oubliez pas, Git d'abord, il nous permet de faciliter juste la collaboration. En fait, il va nous permettre de pouvoir revenir sur d'anciennes versions, ainsi de suite. Donc, on peut aller d'une étape à une autre, aller de A vers B, le code de B vers A, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que Git nous permet. Mais en fait, GitHub, c'est celui-là le plus répandu au niveau du développement web qui va nous permettre de pouvoir stocker notre code. Et donc, GitHub, il est gratuit. Il est facile d'accès et il suffit de suivre juste la doc. On verra ça au fur et à mesure. La doc pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel projet. Donc voilà vraiment la force de GitHub. Mais comme il est le plus répandu, il a aussi bien des concurrents. Et donc les concurrents que nous allons les voir, ceux qui sont listés là présentement. Et donc pour commencer, le principal concurrent, je dirais, il s'agit bien de GitLab. GitLab, c'est aussi comme GitHub. C'est assez similaire. Lorsqu'on fait GitHub, on peut faire aussi GitLab. La différence, c'est que sur GitHub, lorsqu'on stocke notre code en ligne, attention, il est accessible à tous. GitHub est gratuit, mais quand on stocke, parce qu'il a des millions de codes de projets en lui, mais quand on stocke ce code-là, la différence, c'est que c'est accessible de tous. Donc, on peut mettre du code pour que les gens puissent le réutiliser. Comme je peux faire une formation ici et je partage le code de GitHub afin que vous puissiez aussi récupérer le même code que j'ai sur mon PC. Donc, je peux le partager avec vous aussi grâce à GitHub. Donc, en bas de la contrepartie, c'est que lorsqu'on met le code gratuitement, par contre, les autres aussi y auront accès. Mais si vous voulez stocker sur GitHub un code qui sera sécurisé, qui sera accès que par vous ou bien que par votre équipe, bah là maintenant ça devient payant. Mais GitLab, lui déjà, il peut nous permettre de pouvoir mettre on va dire, qui va nous permettre de pouvoir stocker aussi simple que ça, mais de façon à sécuriser notre code. Donc, on peut avoir notre code sur GitLab, mais qui va rester sécurisé et que personne n'aura accès. Donc, si vous voulez un code que les gens peuvent gratuit, que les gens peuvent accéder, vous allez sur GitHub. Si vous voulez avoir un projet qui est sécure, qui n'est pas accessible à tous, vous allez sur GitLab. Mais attention, GitLab aussi a une version d'essai. Et à un moment, ça passe payant. Et donc, GitLab, en fait, il passe payant et il passe à 4 $ par mois et par utilisateur. Donc, au départ, on a droit sur un projet. On peut avoir un projet et avoir 5 personnes sur le projet. Après la période d'essai, là maintenant, GitLab va passer payant. Si vous avez des choses à rajouter ou des choses que j'ai omis ou bien que j'ai mal dites, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je partage juste ce que j'ai su de GitLab parce que j'ai bossé dessus aussi.
J'ai bossé un peu avec presque tous, donc j'ai pu les utiliser plus ou moins. Et donc voilà ce que je peux dire rapidement sur GitLab. Ensuite, l'un des plus répandus aussi pour les entreprises principalement, il s'agit de Bitbucket. En fait, Bitbucket, c'est aussi, on va dire, il n'est pas gratuit, Bitbucket, mais c'est pas cher non plus. C'est-à-dire, c'est 5 personnes par utilisateur et c'est 2 euros par mois par utilisateur. Donc, au maximum, c'est un projet à 5. Si vous voulez aller au-delà, il faudrait payer. Mais par utilisateur, ce sera 2 euros. 2 dollars pardon, par utilisateur. Et le projet doit avoir au maximum 5 utilisateurs. Si on augmente, bon là, maintenant, les tarifs changent. Donc, mais par contre, l'avantage de Bitbucket, c'est que Bitbucket peut être utilisé. En fait, il est beaucoup utilisé par les entreprises parce qu'il y a pas mal, on va dire, il y a des outils qui vont avec. Comme il y a Atlassian qui va avec, et aussi, par exemple, Jira. Bon, peut-être vous ne savez pas, mais lorsqu'on veut développer dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle des tickets. Les tickets, c'est juste pour dire les différentes tâches qui devront être exécutées par chaque développeur. Donc, s'il y a un site internet à développer, ou il y a une application ou quoi que ce soit à développer, bah, il y a différents tickets pour dire les différentes tâches qu'il faudra réaliser. Et donc, les développeurs vont pouvoir aller prendre à tour de rôle les différents... qui vont prendre à tour de rôle les différents tickets pour pouvoir, et on va dire, pouvoir développer ce qui est attendu. Mais de façon naturelle, l'avantage de Bitbucket, c'est que Jira, c'est ce grand outil de ticketing qui permet de pouvoir diviser en tâches un projet. Mais cet outil, il est, on va dire, facilement en lien avec Bitbucket. Donc, il peut avoir un lien de passer de Bitbucket à Jira et vice-versa. Donc, il y a aussi un autre qu'on appelle Confluence pour lorsqu'on veut faire des documentations, ainsi de suite. Et donc, Bitbucket aussi est lié aussi avec eux. Donc, c'est pour ça qu'au niveau entreprise, vous trouverez souvent Bitbucket parce que Bitbucket est assez répandu au niveau entreprise à cause de ces deux-là. On a dit à cause de Jira et à cause de Confluence, pardon. Et donc, il y a aussi d'autres comme Bamboo et ainsi de suite. Mais bon. Donc, voilà ce qu'on peut retenir rapidement de Bitbucket. Ensuite, maintenant, autre chose qu'on peut voir aussi, il y a, on va dire, il y a celui-là, SourceForge, ici, celui-là. En fait, SourceForge, lui, il est plus utilisé par les développeurs qui utilisent le système Linux. Donc, lui aussi, il est open source. Et les développeurs Linux ont tendance à beaucoup l'utiliser. Et donc, normalement, il est aussi un peu comme GitHub, il est aussi un peu comme GitLab, les principes restent les mêmes. Mais c'est plus répandu au niveau développeur Linux. Ensuite, autre chose qu'on peut voir, par exemple, il y a celui-là qui est juste en bas. Il y a le Cloud Source ici. En fait, le Cloud Source, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, c'est un peu comme les autres. Mais par contre, lui, il est de Google. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que son créateur, OneGriff, c'est Google. Donc, qui parle de Google va dire qu'il y aura l'écosystème de Google qui pourra fonctionner avec lui. Comme par exemple le GCP, Google Cloud Platform, qui peut matcher aussi avec lui. Donc, c'est aussi... si vous êtes un gars qui utilise... un gars ou une fille, peu importe, garçon ou fille, qui utilise beaucoup les services de Google, bah vous pouvez utiliser aussi le cloud source là de Google parce qu'il est bien utile et il va vous permettre de pouvoir mélanger plein de services fournis par Google. Et donc le dernier qu'on peut voir rapidement, c'est AWS Code Commit. Bon, déjà, ce que je veux d'abord revenir, c'est à dire sur le cloud source ici, c'est que lui aussi, il est gratuit, mais par contre, c'est une limite de 50 gigas. Et comme l'a dit aussi, comme les autres, c'est aussi 5 utilisateurs maximum. Donc, si vous allez au-delà de 5 utilisateurs, là, le projet va changer, premièrement. Et deuxièmement aussi, si vous allez au-delà de 50 gigas, il y aura aussi un tarif qui vous sera facturé, mais qui est assez moins cher, parce qu'il s'agit de 1 dollar par mois par utilisateur. Ensuite, lui aussi, pareil, quand on revient aussi, il est comme Cloud Source aussi. Il s'agit bien de AWS Code Commit. Lui aussi, c'est pareil, c'est d'un délai de 50 gigas pour 1 dollar par mois et on va dire par utilisateur. Par contre, attention, lorsqu'on fait des requêtes, ça veut dire lorsque on pousse son code en ligne, on récupère, on appelle ça des requêtes. Donc, quand on insère, quand on récupère des données, donc voilà, tout ça, ce sont des requêtes. Mais vous avez le droit à 10 000 requêtes par mois avec AWS Code Commit. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Et aussi, juste pour, comme vous voyez, AWS, c'est Amazon Web Service. Donc,
pour tout développeur qui utilise ou bien des personnes qui utilisent beaucoup AWS, les services AWS, bah, ils ont cet avantage d'être déjà dans l'écosystème en utilisant le gestionnaire de l'hébergeur qui va gérer les versions, qui est tout simplement AWS Code Commit. Donc, il est comme les autres. Donc, c'est à vous, selon les besoins, selon les endroits, selon les moyens, ainsi de suite, que vous pouvez utiliser un peu tout ça. Bon, moi, j'ai un peu plus ou moins utilisé, mais celui que j'utilise le plus, c'est... bon, les trois que j'utilise le plus, c'est GitHub, GitLab ou Bitbucket. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur les différents concurrents de GitHub, parce que c'est le plus répandu. Et dans cette formation, nous allons aussi utiliser GitHub et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.